Malienne, Malien, Aodiché, Africaine, Africain. Je vous salue à travers le continent natal de l'homme. Je vous salue à travers les diasporas, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie. Je vous salue à travers les grands océans Atlantiques et Indiens et vous souhaite la bienvenue à ce programme consacré à un seul point, l'analyse des discours des trois leaders de l'Alliance des États du Sahel à l'occasion de la deuxième session de la conférence des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, deuxième session qui s'est tenue sous nos propres yeux ici en terre africaine du Mali, des 22 au 23 décembre 2025. D'emblée, on pourrait être tenté, pour comprendre ce qui a été dit par les trois leaders de l'Alliance des États du Sahel, on pourrait être tenté de penser qu'il faudrait analyser chacun de ces discours à part. Puisque chaque chef d'État apporte un angle particulier à la vision de l'Alliance des États du Sahel. Et puisque bien que l'espace sahélien soit un espace commun avec une continuité culturelle des peuples, il y a des spécificités aux problématiques politiques du Mali, du Burkina Faso, du Niger, lesquelles spécificités peuvent s'exprimer de manière singulière dans les allocutions des chefs d'État de ces pays respectifs. Mais en réalité, pour ma part, je vais vous proposer de comprendre les trois discours comme étant la même vision exprimée de trois façons différentes. Les trois discours ne sont pas le même discours, mais ils sont trois façons différentes d'exprimer la même vision. Il s'agit donc ici d'une polyphonie, une polyphonie organisée par les trois dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Ce qui nous laisse penser qu'avant qu'ils ne s'installent pour parler devant le peuple africain, ces trois leaders se sont entendus sur ce que chacun allait dire et mieux se sont mutuellement lus. De telle façon que le propos de chacun d'entre eux soit complémentaire de celui des autres. On ne peut donc pas comprendre le discours du président Traoré à part, le discours du président Tiani à part, le discours du président Assimi Goïta à part. Pour comprendre chacun de ces discours, il faut les croiser avec les autres. Et c'est cette méthode de la coupe longitudinale, cette méthode de la coupe transversale que pour ma part, je vais employer. Je vais m'employer à vous montrer que les trois dirigeants se sont entendus pour exprimer la même vision, mais c'est la même vision, mais exprimée à chaque fois à partir d'une méthode différente. Voici les trois méthodes utilisées par les trois leaders pour nous dire la même vision, la vision de l'Alliance des États du Sahel. La méthode utilisée par le président Ibrahim Traoré, c'est la méthode de la métaphore politique. Notez les méthodes. Le président Ibrahim Traoré s'est exprimé en utilisant la métaphore politique, l'énigme politique, la symbolique culturelle pour exprimer ses idées politiques. La méthode utilisée par le général d'armée, Abdourahmane Tiani, c'est la méthode du rappel historique. C'est la méthode du ressouvenir. C'est la méthode mnémonique. On connaît la devise du président Abdourahmane Tiani, selon laquelle le rappel sauve l'âme. Toute l'allocution du président Abdourahmane Tiani est une allocution du rappel. Ayant pour but de faire que nul ne se trompe sur les enjeux réels de la situation dans laquelle est placée l'Alliance des États du Sahel,
et plus amplement l'Afrique. Le rappel qui sauve l'âme. Alors qu'Ibrahim Traoré mobilise les métaphores, il mobilise la rhétorique politique, il mobilise la mythologie, il mobilise les ressorts de l'herméneutique. Le président Tiani, lui, mobilise les fondements de l'histoire. La connaissance historique, qui est la condition du savoir d'où nous venons, du savoir de ce que nous sommes et du savoir de notre destination. Quant au président Assimi Goïta, la méthode qu'il choisit de mobiliser est celle de la gouvernabilité. Il choisit de s'exprimer en indiquant ce qui a été promis, ce qui a été fait et ce qui est à faire. La redevabilité gouvernementale. Le discours du président Assimi Goïta est un discours placé sous le signe du bilan et de la restitution, en quelque sorte, de ses devoirs envers les peuples sahéliens, mais également envers ses homologues, les chefs d'État du Burkina et du Niger. L'allocution du président Tiani, elle est placée sous le signe de la mémoire, de l'histoire, de la conscientisation par le rappel qui sauve l'âme, alors que l'allocution du président Ibrahim Traoré, nous l'avons dit, elle est placée sous le signe de la pédagogie, de la métaphore politique. Donc, ils exprimeront exactement la même chose, mais en utilisant chacun une méthode différente. Et vous allez vous en rendre compte maintenant, lorsque nous allons nous intéresser à une coupe longitudinale, à une coupe transversale, une coupe transversale des trois discours. Qu'est-ce qui caractérise les trois discours? Les trois discours sont caractérisés d'abord par un double acte de reconnaissance envers Dieu Tout-Puissant, envers les peuples africains en lutte et envers les chefs d'État, les dirigeants éclairés de la lutte pour la souveraineté africaine. Toutes les allocutions sont placées sous le signe de la bénédiction céleste. Il ne s'agit pas là d'une confusion entre la politique et la religion. Il s'agit là d'une fidélité à un élément fondamental de la tradition africaine, de la civilisation africaine, qui est une civilisation spiritualiste. Les Africains de tradition savent tous que l'esprit domine la matière, que l'esprit est supérieur à la matière, que tout vient de l'esprit et que tout y repart. Voilà pourquoi toute œuvre de l'homme est toujours placée de manière consciente, déterminée et totale, sous la responsabilité de son Créateur. Très puissant, très miséricordieux, omniscient, omnipotent, vous l'appelez selon la langue de votre choix, comme vous voulez. Dans ma langue maternelle, le Bassa Bantou, on l'appelle Helom Lombi, ou on peut l'appeler Nyambe. Les Arabes l'appellent Allah, les Hébreux l'appellent Elohim, les anciens Africains l'appelaient Tara ou Amon-Ra. Il a un nom dans toutes nos langues, celui, l'être dont nous venons tous et vers lequel nous retournons tous. Les trois allocutions sont frappées au coin de cette spiritualité fondamentale de l'Afrique. Les Africains de tradition savent que l'homme ne peut pas revendiquer son existence comme étant son seul et unique fait. Certes, l'homme participe au développement de son être, mais l'homme, à l'origine, ne s'est pas créé. Il a reçu l'existence. Et donc, vous pouvez regarder les trois discours et vous allez trouver cette structure, cette présence de la spiritualité, cette présence de l'humilité, cette présence de la soumission à l'être créateur tout-puissant. On la retrouve à l'entrée des discours et à la fin des discours. Ça, c'est la première couche. On passe à la deuxième couche. Dans la deuxième couche de tous les discours, les trois chefs d'État veillent à marquer leur reconnaissance envers les peuples sahéliens qui ne se sont pas laissés distraire par les difficultés, qui ne se sont pas laissés distraire par les pressions et les influences, qui ne se sont pas laissés distraire par les épreuves et les persécutions, et qu'on n'a pas réussi à retourner contre leurs dirigeants, contre leur armée, contre leur propre pays, à travers toutes les manipulations qu'on a voulu leur faire subir.
les 3 dirigeants de l'Alliance des États du Sahel sont conscients que leur pouvoir, il ne tient pas à la volonté de Paris, de Bruxelles, de Londres, de Washington. Leur pouvoir ne tient pas à la volonté, de l'Union européenne. Il ne tient pas à la volonté de l'Union africaine. Il ne tient pas à la volonté de la CEDEAO. Leur pouvoir, en réalité, il ne tient qu'à la grâce du Tout-Puissant et au soutien massif des peuples, de l'Afrique sahélienne. Sans le soutien des peuples, au régime des présidents Goïta, Traoré et Tiani, ces régimes n'existeraient plus. D'où l'insistance des 3 dirigeants sur cette reconnaissance à leur peuple et en même temps leur redevabilité envers leur peuple. Une redevabilité qui signifie « nous savons que nous avons des comptes à vous rendre. Nous savons que nous ne sommes dirigeants que parce que vous le voulez. Nous savons que nous ne sommes dirigeants que pour vous servir. » Alors, vous pourriez vous poser la question de savoir, mais pourquoi, diantre, ce n'est pas le cas de tous les autres chefs d'État africains? Mais vous remarquerez que les chefs d'État africains qui ont été installés au pouvoir par des puissances étrangères ne rendent pas compte aux peuples africains. Ces chefs d'État rendent compte à leurs patrons, à leurs tuteurs étrangers. C'est aussi simple que cela. Quand tu sais que tu dois ton pouvoir à ton peuple, tu rends compte à ton peuple. Quand tu sais que tu ne dois pas ton pouvoir à ton peuple, tu ne rends pas compte à ton peuple et tu le traites littéralement comme un obligé envers toi, alors que toi tu es obligé envers tes tuteurs étrangers. Telle est la situation des dictateurs de la France-Afrique. Je passe à un 3e niveau d'analyse. Vous lisez les 3 discours, vous trouverez cette couche. Les 3 chefs d'État tiennent à rappeler les raisons qui les ont amenés à créer cette alliance. Et ils sont tous d'accord pour dire que cette alliance a été créée pour empêcher que l'Afrique subisse une énième fois une agression collective organisée par l'Occident politique et ses alliés moyen-orientaux dans le but de piller les ressources naturelles et de soumettre les ressources humaines du continent aux 4 volontés des grandes puissances justement du Nord et du Moyen-Orient de la planète. Quand vous lisez l'allocution du président Assimi Goïta, vous retrouvez la notion de menace existentielle qui est à l'origine de la naissance de l'AES. Quand vous lisez l'allocution du président Tiani, vous retrouvez cette notion de naissance de la Confédération, dans le contexte de la grande menace qui pesait sur l'Afrique et qui a obligé les dirigeants AESiens à prendre leurs responsabilités. Quand vous lisez le président Ibrahim Traoré, quand vous l'écoutez, vous vous rendez compte que la prise de conscience qui a créé l'Alliance des États du Sahel est en rapport avec cette même géopolitique criminelle que l'Afrique a subie. Il va nous rappeler, lui en particulier, le printemps arabe et va nous conduire, on verra cela plus tard, dans la métaphore de l'hiver noir. Après nous avoir conduits depuis plusieurs mois dans la métaphore de l'albinos noir, Ibrahim Traoré, président du Faso, nous en offre une nouvelle. Mais je suis à la 3e couche des 3 discours. Tous sont d'accord pour dire on a créé l'AES pour empêcher la recolonisation de l'Afrique. L'OTAN, qui a détruit la Libye, en association avec les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique, voulait attaquer à travers son proxy français et à travers l'organisation vassale de la CEDEAO, le Niger. Et la moindre analyse géopolitique et géostratégique prouvait que, dès lors que l'OTAN, les néocolonialistes français et la CEDEAO s'ils avaient pu s'attaquer délibérément au Niger et qu'il y avait rétabli un régime fantoche, ils auraient ensuite enchaîné par une attaque de la même nature, de la même envergure, contre le Mali et contre le Burkina Faso. Donc tout le monde aujourd'hui rétrospectivement sait qu'en sauvant le Niger de l'agression délibérée que préparait la CEDEAO, en réalité le Mali et le Burkina Faso se sont sauvés eux-mêmes. Ce qui nous permet d'appliquer la loi, un pour tous, tous pour un. Si tous les enfants d'une maison se joignaient les mains pour boucher le trou de la calebasse, l'eau qui permet à tous de s'abreuver ne serait point perdue. Je passe à la 4e couche. À partir de la 4e couche du discours
des 3 chefs d'État, eh bien, on entre dans ce qui fait la spécificité de la méthode de chacun. Pour nous montrer que l'AES a été créé pour protéger le peuple sahélien de la recolonisation qui a été préparée par l'OTAN, préparée par le néocolonialisme français, la recolonisation qui a été préparée à travers l'organisation proxy et manipulée, l'organisation scélérate de la CEDEAO, pour nous le démontrer, les 3 dirigeants procèdent différemment. Il y en a un qui procède, disais-je, à la manière d'un enseignant d'énigmes, d'un enseignant de légende, d'un enseignant de mythe. Il s'adresse ici à la capacité d'interprétation, non seulement du peuple sahélien, du peuple africain, il s'adresse à l'intelligence même de l'ennemi. Je prends ce qui fait la spécificité du discours du président Traoré. C'est le choix d'utiliser une métaphore qui elle-même est placée sous le signe de la franchise. Quand il se prépare à balancer la métaphore dont on parle, la nouvelle métaphore dont on parle, presque autant qu'on a parlé de l'albinos noir depuis plusieurs mois, le président Traoré commence par s'excuser pour sa franchise. Il avertit tout le monde qu'il n'ira pas du dos de la cuillère. C'est paradoxal. Le président Traoré va utiliser une métaphore pour parler. Mais il avertit les uns et les autres de l'excuser pour la franchise avec laquelle il va s'exprimer. Or, une métaphore, c'est une expression codée. C'est une expression codifiée qui ne peut être maîtrisée que par celui qui l'interprète, que par celui qui est capable d'aller du sens apparent au sens caché. Or, en même temps, le président Traoré nous dit, cette métaphore que je vais mobiliser, elle a pour but d'exercer mon ministère traditionnel, moi qui suis connu pour ne pas porter, eh bien, garder ma langue dans ma poche, moi qui suis connu pour ne pas pratiquer la langue de bois. Et c'est là tout l'intérêt de la démarche d'Ibrahim Traoré. D'un côté, il nous dit, je vais vous dire les choses cash, et de l'autre, il nous dit, je vais utiliser, et du moins, il utilise une métaphore. C'est-à-dire qu'il ne dit pas les choses cash, il oblige chacun à comprendre en faisant usage de son imagination, en faisant usage de sa raison, de son entendement, de sa propre sensibilité, de sa propre volonté, bref, en faisant usage de ses propres facultés. Ibrahim Traoré donne à penser. Alors, comment faut-il comprendre la situation de l'Afrique? Le président Ibrahim Traoré nous propose de nous souvenir du fameux épisode des printemps arabes. Les printemps arabes qui ont balayé plusieurs régimes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Tout le monde sait d'où ils venaient. Le printemps arabe, le fameux phénomène qui a entraîné la chute de plusieurs régimes du nord de l'Afrique, tels le régime tunisien, le régime égyptien, le régime libyen, ce printemps arabe qui a même menacé la monarchie marocaine et qui a balayé plusieurs régimes du Moyen-Orient, ce printemps arabe a été entièrement conçu dans les officines occidentales et notamment, entre autres, dans les cercles de la fondation Soros. Je vous invite à consulter la littérature sur l'origine du printemps arabe. Et vous vous rendrez compte que ce printemps, c'est une déstabilisation qui a été entièrement conçue par les services américains et par des ONG au service de l'influence et de la domination occidentale dans le monde, comme la fondation Soros. Vous irez même jusqu'à analyser les symboles qui ont été utilisés par les acteurs du printemps arabe. Et vous vous rendrez compte que tous ces symboles avaient été conçus à l'intérieur de l'organisation Osiwa de Soros, à l'intérieur de sa fameuse organisation de la révolution démocratique non violente. Donc, en fait, le printemps arabe a été utilisé par les grandes puissances occidentales sous le nom de démocratie, de droits de l'homme, de pluralisme, pour fragiliser l'Afrique du Nord, fragiliser le Moyen-Orient et réussir ainsi à contrôler les puits de pétrole, les puits de gaz, n'est-ce pas, les réserves stratégiques de matières premières de la plupart de ces pays. Le fameux printemps arabe était fait pour piller la Libye, comme elle est pillée actuellement. Vous voyez bien comment elle est pillée. Ce n'était pas pour la démocratie, ni pour sauver le peuple de Benghazi, n'est-ce pas? Il a été fait pour décapiter la Syrie et la piller. Vous voyez comment la Syrie est décapitée et on la pille. Il a été fait pour détruire l'Irak. Vous avez vu l'état dans lequel l'Irak se trouve.
il a été fait pour fragiliser le Liban. Vous avez vu l'état dans lequel le Liban se trouve. La plupart des pays qui ont été traversés par cette stratégie conçue par les officines, eh bien, barbouzardes de l'Occident, tous ces pays ont été fragilisés et aujourd'hui, ils font les 4 volontés des grandes puissances de l'OTAN, à la tête desquelles la puissance américaine. Le président Traoré nous amène d'abord à nous souvenir de cela en disant tout ce que vous voyez là n'arrive pas pour rien. De la même façon donc que le printemps arabe a été conçu par les officines impérialistes, néocolonialistes occidentales. Et je vous ai indiqué par exemple l'une des organisations non gouvernementales qui, aux côtés des puissances de l'OTAN, a joué un rôle fondamental dans la déstabilisation de tous ces pays, à savoir la fondation George Soros. Eh bien maintenant, Ibrahim Traoré nous dit que pour comprendre la situation actuelle, non pas simplement du Sahel, mais de toute l'Afrique, il faut emprunter une métaphore. Il faut se référer à une métaphore une fois de plus. Il l'appelle la métaphore de l'hiver noir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? Une métaphore est une figure de style, une manière de parler, qui consiste à exprimer une idée à travers une image. C'est-à-dire qu'on n'exprime pas cette idée directement, on cherche une image qui permet de mieux frapper l'intelligence de celui qui nous écoute. Par exemple, un homme qui s'adresse à une femme pour laquelle il a des intentions de séduction et qui rencontre un silence sépulcral, un silence de cimetière, peut utiliser la métaphore selon laquelle cette femme serait un glaçon. Bien sûr qu'elle n'est pas réellement un glaçon. La femme qui ne répond pas, même pas pour dire non aux avances, et qui est complètement indifférente. Mais s'il dit que cette femme qui ne lui répond pas, qui ne lui dit ni oui ni non, qui est complètement indifférente à ses avances, est un glaçon, eh bien le séducteur utilise une métaphore. Car en réalité, cette femme n'est pas un glaçon. Vous pouvez consulter son corps. Aucun des morceaux de son corps, eh bien, de femme vivante ne peut être présenté comme étant un glaçon. Ici, qu'est-ce qui est récupéré? C'est le caractère froid du glaçon qui est récupéré ici par celui qui parle pour décrire l'attitude de cette femme, qu'on peut présenter comme une certaine forme de frigidité, bref, le refus de la communication, n'est-ce pas? Alors donc, la métaphore, attention, elle consiste simplement à nous amener à mieux comprendre ce dont on veut nous parler, mais elle nous appelle toujours à dépasser ce qui est utilisé pour nous le dire. Les Africains que nous sommes, de tradition, sommes habitués à l'usage des métaphores. Par exemple, toutes les légendes africaines qui portent sur les animaux sont en réalité des métaphores des hommes. Quand on vous parle des réunions entre le lion, le lièvre, le chacal, le buffle, etc., toutes ces réunions-là dont on parle dans les fables africaines sont en réalité des réunions métaphoriques humaines. Quand on vous parle du comportement du lion dans la forêt, on vous parle de votre comportement. Donc la métaphore fait vraiment partie de la vie africaine. Elle fait partie de l'expression quotidienne des Africains. Et dans la plupart de nos langues, beaucoup de choses sont dites à travers des métaphores. Elles sont dites à travers des mythes, à travers des légendes, à travers des paraboles. Et le président Ibrahim Traoré a décidé d'habiter ce registre de langage particulier. Pourquoi? Parce que les métaphores permettent de fixer la mémoire, de fixer l'imagination, de frapper l'intelligence. Les métaphores obligent celui qui est confronté à elles à la réflexion. Alors, l'hiver. On pourrait dire que voilà une saison que l'Afrique ne connaît pas. Ce n'est pas tout à fait vrai. L'Afrique connaît l'hiver. Nous connaissons l'hiver aux pointes nord. Il arrive qu'il y ait du temps hivernal, qu'il y ait du temps d'hiver, eh bien, aux pointes nord du continent africain, c'est-à-dire au Maroc, en Algérie, en Libye, en Tunisie et même parfois en Égypte. Et il est important que vous sachiez que l'hiver existe également à la pointe sud du continent africain, qui donne sur l'océan glacial au sud eh bien, de la planète, eh bien, à la pointe du Cap, etc., on est confronté eh bien, à des phénomènes d'hiver absolument rudes. Mais, par tradition, l'image de l'hiver est associée au climat occidental, puisque l'hiver occupe une place saisonnière plus importante en Europe, bref, dans le nord de la planète, en Amérique, en Asie, etc., qu'en Afrique. Précisément parce que ces parties de la planète sont moins souvent exposées aux rayons les plus puissants du soleil.
on le sait, une bonne partie de l'année. En raison de l'inclinaison de l'axe de la Terre, les astronomes, les géologues, les climatologues seraient mieux placés ici pour vous expliquer pourquoi il fait plus froid sur les pôles qu'au niveau de l'équateur, ou en tout cas plus bas que les pôles. C'est la position de la Terre par rapport au rayonnement solaire qui explique cette variété climatique et cette constance de la variété climatique. Vous imaginez que si la Terre changeait d'axe d'inclinaison, par exemple, et qu'elle changeait vraiment énormément d'axes d'inclinaison, les climats changeraient aussi. Un changement de l'axe d'inclinaison de la Terre peut faire que, désormais, l'Afrique, par exemple, se retrouve dans une zone où il y a beaucoup plus longtemps, eh bien, l'hiver. Alors que l'Europe, quant à elle, se retrouverait dans une zone où il y aurait un désert chaud. Une simple inclinaison, un simple déplacement de l'axe de la Terre. Et vous avez les climats qui se chamboulent. D'ailleurs, certains grands changements climatiques s'expliquent par des variations de l'inclinaison de l'axe de la Terre qui ont entraîné par la suite des modifications du contexte climatique. Bon, donc l'hiver, c'est la saison symbolique de l'Occident. L'hiver, c'est la saison symbolique de l'Europe, des États-Unis, du Canada, de l'Amérique du Nord. Donc, ici, quand le président Traoré dit que l'hiver noir arrive, ce qu'il veut dire, c'est que une vague et une tentative immense de domination de l'Afrique noire par l'Occident est en train d'être mise en œuvre. Mais c'est de cette même tentative qu'a parlé le président Assimi Goïta quand il nous a rappelé les événements de Libye. C'est de cette même tentative que nous a parlé le président Abdourahmane Tiani lorsqu'il nous explique en quoi consiste le système de domination qui nous est imposé. Vous voyez, ils nous ont dit la même chose, mais différemment. Alors, c'est quoi l'hiver? C'est la domination occidentale. C'est la domination impérialiste. C'est quoi l'hiver? C'est une image pour décrire l'œuvre de l'OTAN, l'œuvre du néocolonialisme français, de l'impérialisme européen, l'œuvre duplicitaire des puissances du Moyen-Orient, qui sont alliées à l'OTAN contre l'Afrique, qui ont participé au saccage de la Libye, et qui font semblant d'être amis de l'Afrique, alors qu'elles sont associées à l'OTAN contre nous. Voilà ceux qui sont ici, dans la métaphore du président Traoré, présenté comme étant l'hiver. Et la preuve que cet hiver-là, ce n'est pas simplement un climat. La preuve que cet hiver n'est pas simplement un climat, c'est que le président Traoré nous dit, c'est un hiver qui sera très froid, sanglant et meurtrier. Donc très clairement, le président Traoré dit aux Africaines et aux Africains qu'une immense guerre de recolonisation est en train d'être mise en œuvre contre eux. Et alors, il va utiliser plusieurs métaphores. Il va dire que l'Alliance des États du Sahel a été créée pour protéger précisément les peuples sahéliens de cet hiver, c'est-à-dire de l'invasion occidentale et moyen-orientale à travers les organisations de mercenaires d'Al-Qaïda et l'État islamique. Le froid, ici, représente l'invasion de l'hiver. Il dit que l'Alliance des États du Sahel a cherché des arbres pour le feu afin de protéger les Africains contre ce froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Les arbres pour le feu, ce sont les armes. Les arbres pour le feu, c'est l'armée unifiée. Les arbres pour le feu, c'est la banque fédérale. Les arbres pour le feu, c'est la diplomatie unifiée. Les armes pour le feu, c'est l'entraide contre les attaques. Les armes pour le feu, c'est la solidarité aésienne. C'est ce qui s'appelle ici les arbres pour le feu. Le président Traoré continue sa métaphore. Il dit que l'AES a été créée pour chasser les loups. Qui sont les loups? Ce sont les traîtres internes et les ennemis externes. Les traîtres internes, ce sont les Africains néocolonisés, soumis au néocolonialisme français, soumis à l'impérialisme occidental et moyen-oriental, et qui servent les intérêts des puissances étrangères contre les peuples africains. Ce sont ceux qu'on a appelés les nègres de maison, les maillots de Capétia. Ce sont les nègres de salon, comme les appelle souvent le président Abdourahmane Tiani, reprenant ainsi une catégorisation connue des critiques du racisme. Les loups sont donc les traîtres intérieurs et les ennemis extérieurs. Alors, la construction des montagnes contre le vent de cet hiver noir, c'est la construction des différentes institutions ayant pour but de protéger les populations africaines. C'est donc la construction de la défense, la construction de la diplomatie, la construction de l'économie souveraine. C'est la construction
eh bien, de la barrière, de l'intégrité et de l'authenticité de la culture africaine comme source des institutions. L'hiver dont il parle arrive. Pourquoi? Pourquoi l'hiver arrive-t-il? Autrement dit, pourquoi la guerre occidentale de recolonisation de l'Afrique est-elle en train de hâter le pas? La raison en est très simple. L'Occident est globalement pauvre en matières premières stratégiques. Il est également extrêmement pauvre en capacité de renouvellement de ses ressources humaines. L'Occident est donc potentiellement en déclin économique et en déclin démographique. En réalité, l'Occident est confronté à une menace existentielle. D'abord, sur le plan économique, ne disposant pas dans ses sous-sols d'or, de manganèse, d'uranium, de coltan, de lithium, de gaz, de pétrole, etc., l'Occident a choisi depuis 600 ans d'organiser des guerres de pillage en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et dans les îles des océans Atlantique et Indien, afin de s'approprier les matières premières de peuples entiers et nourrir son industrie. C'est ce que l'Occident a fait depuis 600 ans. Maintenant, c'est ce modèle de pillage de la planète qui est remis en cause par l'émergence des BRICS, remis en cause par l'émergence du monde multipolaire, avec des puissances comme la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, la République de Corée du Nord, des puissances comme l'Inde, des puissances comme le Brésil, des puissances comme le Venezuela, des puissances comme l'Iran. Avec des puissances de cette nature-là, c'est la stratégie de pillage permanent de la planète par les oligarques occidentaux qui est remise en cause. Et un vent de panique souffle donc dans tous les cabinets des géostratèges nord-américains et européens. Et ce vent de panique s'exprime à travers les questions suivantes. Comment allons-nous nous approvisionner en matières premières si la Russie réussit à nous empêcher de progresser davantage vers l'Est? Si la Chine réussit à nous empêcher d'utiliser Taïwan pour la dominer? Si la Corée du Nord réussit à nous empêcher de l'attaquer par l'accélération de son armement tactique, stratégique et nucléaire? Comment allons-nous nous procurer du pétrole si le Venezuela réussit à organiser une armée populaire et à mobiliser des alliances internationales qui nous empêchent de l'agresser? Comment allons-nous nous servir en Afrique si l'Alliance des États du Sahel atteint un seuil de puissance militaire tel que l'agressé, c'est prendre le risque de subir des défaites militaires sévères, et l'agressé, ça serait prendre le risque d'affronter les grands alliés de l'Alliance des États du Sahel, que sont la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, l'Iran, le Venezuela, etc., etc. Donc, en fait, les géostratèges occidentaux sont en véritable crise mentale actuellement. Il faut que vous compreniez cela. Ça ne va pas. Où trouvera-t-on l'uranium gratuit, comme on le ramassait pendant pratiquement plus de 40 ans au Niger? Où pourra-t-on encore voler du pétrole, comme on le vole depuis plusieurs années, eh bien, dans le golfe de Guinée, comme on le vole au Congo, au Gabon, comme on le vole eh bien, au large du Cameroun ou du Nigeria? Comment est-ce qu'on va faire? Où pourra-t-on encore ramasser des tonnes d'or alors qu'on n'a pas d'or dans son sous-sol? Dès lors que le Mali, en passe de devenir le premier producteur d'or du continent, a décidé de transformer son or sur place et de valoriser son propre lingot pour créer bientôt, avec les puissances souveraines eh bien, du Burkina Faso et du Niger, sa propre monnaie. Qui va-t-on encore piller? Voilà la situation dans laquelle se trouve l'Occident, qui refuse de renoncer au modèle du diviser pour régner, le modèle de l'ordre par le chaos, le modèle des guerres permanentes de pillage, des guerres hybrides, des guerres par proxy interposés, des guerres manipulées, comme celle, par exemple, qui est menée contre le peuple de la République démocratique du Congo, à travers l'Ouganda et le Rwanda, qui sont financés par l'Union européenne, financés par les États-Unis, financés par la Grande-Bretagne, pour mener une guerre permanente contre le Congo et obliger les dirigeants congolais à accepter la braderie de leur pays avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, avec l'Union européenne, la braderie des richesses du Congo avec le Rwanda, avec l'Ouganda, en tant que ceux-ci sont les serviteurs de l'ordre impérialiste occidental international. Vous voyez bien ce modèle. C'est ce modèle qui est en crise. Et voilà pourquoi
eh bien, les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux sont décidés à organiser une agression de plus grande ampleur. Incapables de renoncer au modèle de prédation, au modèle de pillage, au modèle de l'ordre par le chaos, ils ne songent qu'à inventer de nouvelles guerres qui leur permettraient d'affaiblir les pays dont ils veulent piller les richesses et par la suite de s'en servir. Si vous voulez comprendre l'origine de toutes les guerres que nous avons dans le monde et qui sont provoquées par les agressions militaires de l'OTAN, eh bien, lisez déjà le beau livre de Daniel Ganser, l'historien et géopolitologue suisse Daniel Ganser, Les guerres illégales de l'OTAN. Dans ce livre sont documentées toutes les guerres que l'OTAN a déclenchées dans le monde et les preuves que toutes les guerres que l'OTAN a déclenchées dans le monde avaient pour finalité le pillage des ressources naturelles du pays agressé. Et les exemples pullulent. Ils prennent depuis la naissance de l'OTAN dans les années 40-50, dans les années 50, jusque dans les années 2020. Daniel Ganser étudie toutes ces guerres illégales et je vous ai parlé dans plusieurs de mes émissions de cet ouvrage. Donc, le président Ibrahim Traoré reste dans la métaphore de l'hiver. Qu'est-ce que nous avons à faire face à cet hiver qui n'est rien d'autre en fait qu'une guerre qui est en train d'être organisée et radicalisée contre l'Afrique pour continuer à la piller. Une guerre qui, nous dit-il, nous menace de chaos, de mort, nous menace de nous entretuer entre Africains. Cette guerre-là, qu'est-ce que nous avons à faire face à elle? Cette guerre de recolonisation impérialiste. Il n'y a que deux choix, nous dit le président Ibrahim Traoré. Soit nous nous unissons contre l'impérialisme et nous avons des chances de vaincre, soit nous acceptons d'être esclaves et nous acceptons de disparaître. C'est donc s'unir pour lutter et ainsi espérer vaincre et vivre, ou alors se désunir, se soumettre et ainsi se livrer à la disparition. L'Alliance des États du Sahel refuse de subir la fatalité de l'hiver noir. L'Alliance des États du Sahel, par conséquent, s'engage à mener sur tous les fronts où l'Afrique sahélienne est agressée le combat. Alors, le président Traoré indique les 4 principaux fronts du combat contre l'hiver noir. Il nous dit que le premier front, tout le monde le sait, c'est le front sécuritaire. Il va falloir continuer à s'armer, à s'organiser pour vaincre les terreaux impérialistes. Deuxième front qu'il souligne, c'est le front communicationnel. Et c'est ici que le président Ibrahim Traoré s'occupe de servir quelques métaphores pour décrire les terrorjournalistes. Les journalistes qui sont au service de la terreur contre l'Afrique. Il les appelle des individus de plateau, qui sont très vilains, avec leur gueule de musaraigne, leurs yeux de drosophiles sauvages, cracheurs de venin. Ce sont des agents de division qui prospèrent sur les réseaux sociaux. Ce sont des faux frères. Je voudrais m'arrêter ici, puisque je suis en train de creuser le discours du président Traoré. On serait tenté de dire, ah bon, le président Traoré a fait preuve de faiblesse là. Hein? On n'a pas insulté un être humain pour son apparence physique. La plupart du temps, c'est Dieu, pour ainsi dire, qui nous donne notre apparence physique. Et nous faire des objections sur la forme de notre nez, de notre tête, de notre couleur, c'est inutilement discriminant. Mais vous n'avez pas compris en réalité la description que donne le président Ibrahim Traoré. La description qui est donnée par le président Ibrahim Traoré, d'abord, elle tient compte du fait que ces journalistes terroristes, ces terrorjournalistes, eux, ils ne choisissent pas, ils ne caressent pas les mots. Quand il faut décrire les leaders de l'Afrique souveraine, vous savez comment ils les traitent? La junte, la bande, hein? Vous savez comment ils les traitent? On les traite de monstres, on les traite de voyous, on traite les dirigeants de l'AES de tous les noms d'oiseaux. Dans la presse néocolonialiste française, dans la presse impérialiste occidentale et dans la presse des valets, eh bien, du néocolonialisme français, des valets de l'impérialisme en Afrique. Vous avez remarqué que ces gens-là sont très riches en mots. Ils ont créé les notions comme panafricain, ils ont créé beaucoup de concepts infamants pour décrire ceux qui se battent pour la souveraineté du continent. Donc déjà, il faudrait commencer par ne pas s'apitoyer sur le sort de ces individus. Lorsque des mots suffisamment frappants sont utilisés contre eux,
c'est à peine une manière de leur retourner de façon sensée leur procédé. Mais les concepts utilisés par le président Traoré, à mon avis, ne sont pas des concepts simplement physiques. Quand il dit qu'ils sont très vilains, avec leur gueule de musaraigne, leurs yeux de drosophile, sauvages, cracheurs de venin, le président Traoré utilise encore une métaphore. En réalité, c'est la description de l'âme de ces personnes-là, de ces pseudo-journalistes africains, occidentaux, qui sont les porte-voix du terrorisme en Afrique, les porte-voix du terrorisme dans les réseaux sociaux, les porte-voix de l'impérialisme occidental. C'est la leader et la laideur intérieure de leur âme que le président Ibrahim Traoré a voulu saisir. Le président Traoré ne nous décrit pas simplement le corps de ces personnes. Certes, quand on pense à la tête de Serge Daniel Bobo Oundada, on ne peut manquer de penser que c'est un véritable hibou. C'est un hibou de Dakar. Mais ce que le président Traoré montre ici, ce sont des qualités immorales dont ces individus sont porteurs. Et en effet, quand vous êtes moralement mauvais, le Tout-Puissant veille souvent à ce que votre mauvaiseté s'exprime dans un certain nombre d'aspects de votre physique. Oui, les âmes hideuses peuvent se manifester par des dispositions physiques particulières. Le corps se déforme aussi avec la dégradation de l'âme. Les méchantes âmes ont tendance à déteindre sur leur forme physique. Elles ont tendance à ressembler à leur forme physique. Et voilà pourquoi on n'est pas étonné que les terror-journalistes aient tous quelque chose dans leur apparence qui signale la vilainie de leur intériorité, la méchanceté profonde de leur âme. Donc, quand le président Traoré dit qu'ils sont très vilains, j'entends par là que ce sont des gens qui sont vils. Vilain vient de vil, c'est-à-dire qu'ils sont avilis et qui sont habités par le mal. Quand il dit qu'ils ont des gueules de musaraigne, ce qu'il veut dire, c'est que ce sont des individus qui ont en quelque sorte une fonction insectivore dans la société. En fait, ce sont des individus qui sont là pour pourrir la vie à l'Afrique. Ce sont des individus insectiformes. Quand il dit qu'ils ont des yeux de drosophiles sauvages, il s'agit là de leur rôle d'espion, leur rôle de calomniateur. Il s'agit de leur tendance à fourrer leur nez dans des affaires souveraines du continent au profit d'intérêts anticontinentaux. C'est de cela qu'il est question. Et quand on dit qu'ils crachent leur venin, c'est la somme des mensonges qu'ils racontent au profit des terroristes, des impérialistes et contre nos peuples. Quand le président Traoré dit qu'ils sont des faux frères, il dit la vérité. Ce sont des individus en réalité qui sont objectivement des ennemis de l'Afrique. Ce sont des gens qui sont coupables des centaines de milliers d'Africains morts sous le coup de l'impérial terrorisme. Il ne s'agit pas simplement de journalistes, pour ainsi dire, ordinaires. Voilà pourquoi le président Traoré estime qu'il ne faut pas faire preuve ici de complaisance envers ces individus. Il faut combattre ceux qui viennent avec la plume par la plume, ceux qui viennent avec le verbe par le verbe, ceux qui viennent avec l'épée par l'épée. En conclusion de sa grande métaphore de l'hiver, le président Traoré en profite pour souligner que les terror-journalistes sont tous au service de chefs d'État anti-révolutionnaires, de chefs d'État pro-colonialistes, pro-impérialistes, qui sont des ennemis de leur propre peuple, qui volent l'argent de leur propre peuple pour bourrer les caisses de pays occidentaux qui par la suite volent cet argent détourné. L'Occident est aujourd'hui un continent de receleurs d'argent africain volé. C'est un continent de receleurs d'argent africain volé. C'est un continent qui laisse les dirigeants africains corrompus, qui ont été imposés par les réseaux occidentaux à la tête de nos pays, voler les richesses de nos pays, les déposer dans les banques occidentales. Une fois que c'est fait, l'Occident s'en saisit au motif de combattre les biens mal acquis. Au motif de combattre les biens mal acquis, ils se saisissent de la fortune volée par les dirigeants africains et ils la versent dans leur trésor public. Ce qui donne le fait de voler aux voleurs et d'être donc par conséquent aussi receleurs. En effet. Et donc le président Ibrahim Traoré conclut cette métaphore en appelant à la résilience du peuple sahélien, à la résilience du peuple africain, à son unité et à sa détermination de lutte. Il faudra donc riposter en fonction du mode d'action de l'ennemi, nous dit-il. La riposte sera militaire, elle sera communicationnelle,
elle sera économique. La riposte sera toujours réglée sur la nature de l'attaque. La révolution prendra, pour ainsi dire, le rythme de la contre-révolution. Je voudrais maintenant m'intéresser à l'apport singulier du président Abdourahmane Tiani dans ce parcours. Le président Abdourahmane Tiani, quant à lui, eh bien, aborde le même sujet à partir d'une spécificité qui est la sienne, c'est que lui, c'est l'homme de la mémoire. C'est l'homme du rappel qui sauve l'âme. Que nous apporte le président Tiani? Il nous rappelle d'abord des dates que nous ne devons jamais oublier, nous qui avons le bonheur de vivre en cette époque. Quelles sont ces dates? Ce sont le 18 août 2020. Si on vous dit le 18 août 2020, vous pensez à quoi? Si on vous dit le 30 septembre 2022, à quoi pensez-vous? Si on vous dit le 26 juillet 2023, à quoi pensez-vous? Si on vous dit le 16 septembre 2023, à quoi pensez-vous? Si on vous dit le 6 juillet 2024, à quoi pensez-vous? Donc le président Tiani commence par dire à l'ensemble des citoyennes et citoyens du Sahel, vous devez marquer dans vos esprits, à tout jamais, eh bien les dates suivantes. Notez bien, 18 août 2020, c'est la prise de responsabilité de l'armée malienne aux côtés du peuple malien pour mettre fin au régime néocolonisé d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et ça, c'est le point de départ de la révolution sahélienne. Parce que le Mali va jouer le rôle de pionnier et de déclencheur pour le Burkina, de déclencheur pour le Niger. 18 août 2020, Aya Sebe, écrivez ça, Tilana Yomi, écrivez. Ça, c'est d'une. Deuxième date qu'il faut retenir, c'est la date du 30 septembre 2022. Ça se passe au Burkina Faso, c'est le commencement de la révolution burkinabé. Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré redresse le MPSR qui était en pleine dérive France-africaine avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le capitaine Ibrahim Traoré instaure avec le MPSR-2 la restauration de la révolution burkinabé des années 83-87 sous la direction du camarade Thomas Isidore Noël Sankara. Voilà une date qu'il faut retenir, à savoir la restauration de la révolution au Burkina Faso. C'est le 30 septembre 2022. Bientôt, ces dates-là seront enseignées dans toutes les classes du Sahel. Et l'enfant qui ne connaît pas ces dates aura zéro. Zéro pointé poilu. Troisième date que les Sahéliennes et les Sahéliens, les Africaines et les Africains devront désormais apprendre à l'école. C'est le 26 juillet 2023. Que s'est-il passé? C'est la révolution nigérienne. C'est ce jour-là que le junta de Niamey Mohamed Bazoum a fait boum, conformément à nos prévisions. Je lui avais dit qu'il allait faire boum. Il n'a pas écouté. Il a fait boum. Jusqu'aujourd'hui. Lui-même, il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Trop sûr de lui. L'uranium du Niger ne représente rien du tout pour la France. D'ailleurs, la France nous fait cadeau en exploitant notre uranium. Notre uranium ne représente rien. Mais voilà la France qui pleure pour cet uranium. Mohamed Bazoum, même au fond de votre prison, franchement, vous devez avoir honte. Voilà la France qui pleure pour cet uranium, qui porte plainte. Oh, rendez-nous, rendez-nous. Nous avons l'impression qu'il y a eu une disparition. L'uranium a été volé. Mohamed Bazoum, si l'uranium du Niger ne représentait rien, pourquoi la France porterait-elle plainte contre le Niger quand celui-ci a simplement décidé de le vendre à qui il veut? Honte à vous, Bazoum. Honte à tous ceux qui vous soutiennent. Vous êtes un vilain menteur, menteur gros grain. Ah non, l'uranium du Niger n'intéresse personne de toutes les façons. La France s'approvisionne déjà au Kazakhstan. Si elle s'approvisionne au Kazakhstan, pourquoi elle dérange le Niger actuellement? Ah non, on va enquêter sur la disparition de 2000 tonnes d'uranium. C'est à vous. Ce sont vos tonnes d'uranium, Bazoum. Donc, notez, Aya Sever, écrivez, Tilana. Le 26 juillet 2023, la révolution du CNSP du Niger. J'ai écrit un livre là-dessus, un tout petit bouquin.
l'an 1 de la révolution du CNSP du Niger. Enseignement, eh bien, du leader Abdourahmane Tiani et de ses compagnons. D'accord? On passe, c'est le président Tiani, hein, c'est lui qui a mis en place le programme d'études historiques de la révolution africaine du XXIe siècle. Il y a une quatrième date, c'est le 16 septembre 2023. Qu'est-ce qui s'est passé le 16 septembre 2023? Ah, c'est important que vous le sachiez. C'est ce jour-là qu'est créée l'Alliance des États du Sahel, parce que les dirigeants sahéliens du Mali et du Burkina Faso ont décidé, auparavant, de ne pas laisser agresser, eh bien, le Niger par le néocolonialisme français à travers ses proxys de la CEDEAO, le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Ghana. Ce jour-là, eh bien, est créée l'Alliance des États du Sahel, une alliance militaire, diplomatique, politique, qui va aboutir à une 5e date. C'est le 6 juillet 2024. L'Alliance des États du Sahel connaît sa première mutation. Elle devient Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Alors, pourquoi le président Tiani rappelle-t-il ces dates? 18 août 2020, 30 septembre 2022, 26 juillet 2023, 16 septembre 2023 et 6 juillet 2024. Il les rappelle pour que nul n'ignore pourquoi tout cela a été fait. Il s'agissait de prendre le destin des peuples africains en main, en toute responsabilité, en pleine connaissance des enjeux et conséquences. Il s'agissait de marcher vers la souveraineté africaine. Donc, les Africains ont compris qu'ils étaient dans une guerre de recolonisation qui a été conçue par l'OTAN et ses organisations de supplétifs Al-Qaïda et l'État islamique. Et les Africains ont décidé de mener le combat pour empêcher cette recolonisation. Les enfants du bon Dieu ne sont pas des canards sauvages. Le président Abdourahmane Tiani insiste sur le fait que cette prise de conscience a eu lieu après une décennie de massacres subis par l'Afrique. Les Africains ont assisté au massacre de leur population. Et ils se sont rendus compte que ce massacre avait lieu avec la complicité de ceux qui prétendaient aider l'Afrique à combattre les massacreurs. Les grandes puissances de l'OTAN, de l'Union européenne, qui prétendaient aider les pays africains à combattre Al-Qaïda et l'État islamique, sont précisément celles qui ont créé, celles qui ont armé, celles qui ont financé, celles qui ont médiatisé et celles qui aujourd'hui protègent ces organisations terroristes. Une fois que le Sahel l'a compris, le Sahel s'est doté d'une grande puissance, l'Alliance des États du Sahel. Oui, le président Tiani insiste sur l'importance de la compréhension exacte de l'histoire. L'histoire est la suivante. Une fois qu'on a compris qu'on ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qui l'ont fait venir, alors on cherche des alliances avec des puissances véritablement antiterroristes, véritablement anti-impérialistes, véritablement anticoloniales. Et c'est cela qui a été décidé par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le président Tiani dit, ça a été décidé sur la base d'une claire compréhension. On a bien compris d'abord ce qui se passait. Tant qu'on n'a pas bien compris ce qui se passait, on ne pouvait pas combattre efficacement le terrorisme. Alors, pourquoi sommes-nous attaqués? Le président Tiani le rappelle, à ceux qui veulent encore l'ignorer, pour exploiter nos ressources et entraver nos peuples. Il s'agit de nous maintenir en esclavage, comme depuis 600 ans. C'est donc le néocolonialisme et l'impérialisme qui sont les principales causes de la pauvreté. Pas les seules. Il y a des responsabilités africaines endogènes. Il y a l'irresponsabilité de nos élites, l'irresponsabilité de nos peuples elles-mêmes qui est en cause. Mais les principales causes de la pauvreté structurelle actuelle de l'Afrique sont à chercher dans le néocolonialisme, le colonialisme, l'impérialisme. Le président Tiani établit un lien direct entre la domination néocolonialiste et le misérabilisme humanitariste. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui, en réalité, ont créé Al-Qaïda et l'État islamique pour nous attaquer, pour nous fragiliser, pour nous appauvrir. Ce sont les mêmes qui viennent nous proposer l'aide au développement. Ce sont les mêmes qui viennent nous proposer les crédits cordes de pendaison du FMI, les crédits cordes de pendaison de la Banque mondiale, les crédits cordes de pendaison du Club de Paris, du Club de Londres, du Club de Washington. Tous ces crédits ont pour but de nous maintenir en esclavage pendant qu'on nous fait attaquer par des organisations terroristes qui sont financées par les mêmes oligarchies politiques, financières, industrielles et militaires. Donc, le président Tiani dit
que l'AES a été bâti sur la compréhension exacte de la nature de la déstabilisation. Une fois qu'on a compris comment fonctionnait la déstabilisation, on a compris alors qu'il fallait dénoncer tous les contrats léonais. Il fallait dénoncer tous les contrats truqués que des Africains ont signés avec des puissances occidentales, après que ces puissances occidentales aient imposé précisément ces Africains à la tête des pays africains. En réalité, les accords de coopération et de défense signés par la France avec la plupart des pays africains ont été signés par la France avec elle-même. Car les dirigeants des pays africains qui ont signé ces accords avec la France avaient été imposés à la tête des pays africains par la France. La France signe des accords de coopération et de défense avec Amadou Ahidjo, alors président du Cameroun. Mais c'est elle qui a imposé Amadou Ahidjo à la tête du Cameroun, au prix d'une guerre d'extermination. Une guerre totale d'extermination, qui provoque plus d'1 million de morts. C'est la même méthode en Centrafrique, c'est la même méthode au Togo, c'est la même méthode au Sénégal, c'est la même méthode au Gabon, c'est la même méthode au Congo. Partout où la France a signé des accords de coopération et de défense, elle les a signés avec ses vassaux, c'est-à-dire avec elle-même. Nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes. Comment peut-on comprendre qu'on ose aujourd'hui ouvrir des procès contre des pays africains sur la base d'accords léonais, néocoloniaux, des accords coloniaux et impérialistes, qui ont été signés par la France avec ses propres suppôts, c'est-à-dire ses propres vassaux imposés à la tête des pays africains contre leur volonté. En réalité, le président Tiani répond à la dernière polémique déclenchée lorsque des juges français ont cru bon de se saisir du dossier Orano et d'accuser le Niger d'avoir soi-disant volé son propre uranium. Tout cela n'est possible que si les juges considèrent comme des accords légitimes et moralement tolérables les accords de coopération et de défense signés par la France avec elle-même, c'est-à-dire avec ses propres vassaux. Le président Tiani dit ces accords, ces contrats inégaux qui ont inspiré par la suite des réunions inutiles, coûteuses et inefficaces sont désormais nuls et de nul effet dans l'espace de l'AES. C'est pour cela que l'Alliance des États du Sahel, nous dit-il, est engagée dans une révolution de la souveraineté qui est la condition du développement. Voilà pourquoi l'AES se bat pour la fin de la présence des forces d'occupation pour la souveraineté pleine et entière de l'Afrique sur ses ressources humaines, pour la fin des contrats léonais et des engagements biaisés. Ce sont les mots du président Tiani. Oui, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de développement, sans souveraineté. Et l'acharnement avec lequel on attaque l'Alliance des États du Sahel, que ce soit un acharnement militaire, communicationnel, économique ou diplomatique, est la preuve de la justesse de son combat. Le président Tiani a été très clair en nommant une fois de plus les puissances qui sont derrière tout cela sont les puissances impérialistes, et il a nommément cité la France, assisté de ses supplétifs locaux, c'est-à-dire la plupart des dirigeants de la CEDEAO. Face à cela, la détermination totale de l'Alliance des États du Sahel est affirmée, c'est la réponse. Détermination sécuritaire avec la force unifiée, diplomatique avec les diplomates de l'AES qui parlent d'une seule et même voix, économique avec la Banque confédérale d'investissement qui est désormais opérationnelle, une détermination qui vient de la conscience que l'Alliance des États du Sahel n'est pas simplement là pour protéger les peuples sahéliens de la guerre de recolonisation, de la guerre impérialiste que l'Occident et le Moyen-Orient mènent à travers leurs organisations de mercenaires, Al-Qaïda et l'État islamique contre l'Afrique. En réalité, le Sahel est la muraille. Le Sahel est le rempart, la digue qui protège toute l'Afrique noire, toute l'Afrique subsaharienne, du projet de recolonisation qui a été conçu par l'OTAN. N'oubliez pas que l'OTAN avait prévu, d'envahir la Libye. Après avoir envahi la Libye, il s'agissait d'envahir le Sahel. Après avoir envahi le Sahel, il s'agissait... Après avoir envahi le Sahel, il s'agissait d'envahir le golfe de Guinée. Après avoir envahi le golfe de Guinée, il s'agissait d'envahir le bassin du Congo. Après avoir envahi le bassin du Congo, il s'agissait d'engloutir toute l'Afrique australe. Le plan de déstabilisation occidentale en Afrique est un plan conçu sous la forme d'une théorie des dominos. On effondre l'Afrique du Nord par le saccage de la Libye, on effondre le Sahel par le saccage du Mali, du Burkina Faso, du Niger, toute la bande sahélienne jusqu'à Djibouti.
Ensuite, on saccage l'Afrique centrale en saccageant le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine. On saccage par la suite déjà encore plus largement l'Afrique centrale en dépaissant le Grand Congo, comme on a dépaissé le Soudan. On saccage le Mozambique, parce que désormais, il y a des soi-disant djihadistes au Mozambique pour empêcher les Mozambicains de vendre leur pétrole et leur gaz à leur propre prix. Et au final, on saccage la République sud-africaine qui continue d'être un géant bien copié d'argile au sud du continent. Ça, c'est le plan de l'OTAN, un plan de recolonisation systématique du continent. Et voilà pourquoi l'OTAN a créé un commandement de l'Atlantique Sud. Alors que l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est-à-dire que c'est une organisation militaro-politique qui doit veiller à la sécurité des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni et de l'Europe de l'Ouest, en surveillant la mer, Atlantique, l'océan Atlantique Nord. C'est ça la définition. Mais ils ont créé un commandement pour l'Atlantique Sud. C'est-à-dire la partie de l'océan Atlantique qu'il y a entre l'Amérique latine et l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ils ont créé un commandement pour l'Afrique. Et ils osaient vouloir installer le commandement américain pour l'Afrique. Ils osaient vouloir l'installer où? Vous savez où ils voulaient l'installer? Ici à Bamako au Mali. Personne. Le président Amadou Toumani Touré a dit non. Et l'une des raisons pour lesquelles les terro-impérialistes ont des missions acharnées contre le Mali, c'est ce camouflet et infligé à l'hégémonie terro-impérialiste par le refus que le commandement militaire américain, le commandement militaire de l'OTAN pour l'Afrique s'installe à Bamako. Dans les années 2012-2013, cette demande a été faite. Le Mali a dit non. Et on lui en veut à jamais pour cela. Comme on en a voulu à Kadhafi pendant plus de 50 ans, pour avoir chassé les forces armées britanniques, américaines, italiennes de son pays, quand il a renversé le roi Idriss Ier en 1969. Donc ces gens-là sont très rancuniers, il faut que vous le sachiez. Donc le président Tiani, franchement, il rappelle tout cela pour que les gens comprennent que nous sommes dans une véritable guerre de recolonisation et que la réponse de l'AES n'est pas simplement utile pour les Sahéliens, elle est utile pour les Africains. Non seulement parce que l'AES retarde le plan de recolonisation occidentale du continent, mais aussi parce que l'AES inspire les autres pays, les autres peuples du continent. L'Afrique centrale devrait par exemple bientôt créer l'Alliance des peuples d'Afrique centrale, APAC. Cette alliance-là aura vocation à mener le même combat que l'AES pour la région Afrique centrale. Déloger toutes les troupes impérialistes occidentales de l'Afrique centrale, imposer un processus d'intégration économique sérieux avec une monnaie régionale, imposer un modèle politique endogène inspiré de la tradition africaine multimillénaire, imposer un environnement où, précisément, ce sont les peuples souverains africains qui puissent se décider. Voilà la particularité du discours du président Abdourahmane, le discours du président Abdourahmane Tiani. C'est un discours qui nous invite à aller vers une Afrique libre et souveraine, à travers une mémoire précise de nous-mêmes. Enfin, il y a un troisième discours qui a sa particularité, c'est bien sûr le discours du président accueillant, et qui était donc le président sortant de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, c'est le discours du président Assimi Goïta. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le discours du président Assimi Goïta? Lui, il ancre la prise de conscience dans la destruction de la Libye. Vous savez, le président Assimi Goïta a personnellement vécu les conséquences de la destruction de la Libye comme militaire sur le terrain. Lorsque, en 2013, à la tête des forces spéciales maliennes, et croyant en un partenariat stratégique véritable entre l'armée française et l'armée malienne, le président Assimi Goïta, se retrouve sur les portes de Kidal avec un détachement militaire capable de tailler en pièces l'ennemi. C'est avec beaucoup de vaillance et de courage qu'Assimi Goïta et ses hommes veulent foncer sur Kidal et bouter hors du territoire sacré du Mali les renégats terroristes impérialistes qui ont été introduits par l'alliance de l'OTAN qui a saccagé la Libye. Hélas, patatras, c'est au moment où l'armée malienne veut avancer sur Kidal, au moment où l'armée malienne veut porter le coup de grâce à la bande d'aventuriers criminels, d'Iyad Agali et consorts, c'est à ce moment que l'armée française s'interpose,
désarme l'armée malienne et lui interdit de progresser sur Kidal au motif que cela provoquerait des pertes humaines inutiles. La prise de conscience du président Goïta comme officier supérieur du Mali et ses camarades qui l'accompagnent, elle a lieu là. Il se rend alors compte d'une manière évidente que, contrairement au narratif de François Hollande, le soi-disant sauveur du Mali, qui leur avait été vendu lorsque le président intérimaire Dioncounda Traoré avait fait appel à l'appui feu aérien et à l'aide en renseignement de l'armée française, avant d'être mis devant le fait accompli par le débarquement de plus de 6000 militaires français sur le sol malien. Alors, contrairement à cette histoire idyllique, flatteuse, contrairement à ce storytelling mirifique, amphigorique qu'on avait raconté aux Maliens et aux Africains, Assimi Goïta et ses compagnons sur le front se rendaient compte qu'en réalité, l'armée française était alliée au groupe terroriste, sécessionniste, du soi-disant Azawad, et qu'elle jouait un double jeu envers le peuple malien. Donc, pour lui, le président Goïta, la prise de conscience est là. C'est là qu'il se rend compte que le Mali et l'Afrique ont affaire à une guerre qui est organisée sur le fond d'ingérence extérieure. Alors, dès lors qu'une guerre est organisée sur le fond d'ingérence extérieure, nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir pour combattre. Pour le président Goïta, la fondation d'une coopération intégrée répondait à l'intérêt exclusif et au bien-être des populations. Et c'est cela qui a engagé la création de la Confédération. Heureusement que cette prise de conscience a eu lieu à l'intérieur de l'Afrique et à l'extérieur. Le président Goïta insiste sur le rôle de la diaspora dans cette prise de conscience. Et il adresse alors vraiment sa gratitude au président Traoré et Tiani pour leur solidarité indéfectible dans la lutte contre le terrorisme. Donc, le président Goïta s'exprime à ce moment-là, quand il ouvre la conférence le 23 décembre 2025, il s'exprime encore comme président confédéral. Et alors, il se met à rendre compte au peuple de la Confédération et à ses collègues qui lui ont fait confiance. Il leur rend compte de ce qu'il a accompli. Quel est le bilan de l'AES? D'abord, un bilan sécuritaire. La création de la force unifiée. Des milliers de terroristes neutralisés. Attention, le président Goïta dit neutraliser, il n'a pas dit tuer. Parce que si on dit qu'ils ont été tués, c'est comme si il y avait une intention particulière de leur ôter la vie. Non. C'est dans le cadre de la légitime défense du peuple malien, du peuple sahélien, contre les terreaux impérialistes, que ces gens ont trouvé la mort. Donc, on ne dit pas qu'ils ont été tués, on dit qu'ils ont été neutralisés. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui ont choisi, en réalité, leur mort. Car à partir du moment où tu t'engages dans une carrière de terroriste, en réalité, tu choisis la mort. Et les puissances qui combattent le terrorisme se contentent de te neutraliser. Le président Goïta n'utilise pas le mot neutraliser par hasard. Et nous qui communiquons sur les réseaux sociaux, devons apprendre à maîtriser cette nuance. Quand vous dites « on a tué un terroriste », vous risquez d'assimiler la neutralisation d'un terroriste à un homicide. Vous risquez de l'assimiler avec un meurtre. Ce n'est pas un meurtre. Ce n'est pas un homicide. Le terroriste est celui qui a choisi de donner délibérément la mort à des populations innocentes, à des armées légitimes et légales, en utilisant la violence. C'est le terroriste qui a choisi la mort. Mais la puissance de l'État, elle, a pour but de le neutraliser. L'État confédéral, la puissance confédérale neutralise les terroristes. Mais les terroristes, eux, ils cherchent à tuer les populations. Les terroristes, eux, cherchent à tuer nos soldats, à tuer nos forces de défense et de sécurité. L'armée confédérale ne tue pas. Elle neutralise. Elle ne donne pas la mort par plaisir. Donner la mort n'est pas chez elle une obsession. Elle ne fait usage de la force létale que dans le cadre de la légitime défense de la souveraineté du territoire, de l'intégrité des populations et de la prospérité de celles-ci. Notez bien les éléments de langage. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on a tué 100 terroristes, on les a neutralisés. Par contre, les terroristes, eux, ils tuent les gens.
Parce qu'eux, ils commettent de façon délibérée des meurtres. Vous comprenez? Bon. Donc, le bilan militaire est très intéressant. Le deuxième élément, c'est le bilan diplomatique. Le président insiste vraiment. Il insiste énormément sur les succès diplomatiques de l'AES, qui est devenu une voie incontournable, qui s'est imposée devant l'ONU, qui s'est imposée devant l'Union européenne, qui s'est imposée devant l'Union africaine, qui a écrasé la CEDEAO au passage. Personne ne doute que l'AES existe. Et le passeport AES en est la démonstration tangible. Le troisième cadran qui est souligné, après le cadran diplomatique, c'est le cadran de l'économie du développement. Le président Goïta rappelle à tous que les Sahéliens ne sont pas pauvres, qu'ils sont détenteurs de ressources naturelles et humaines supérieures à plusieurs régions de l'Occident, mais qu'ils sont mal organisés, mal gouvernés, en raison de toute l'histoire chaotique qu'on vient de raconter. Voilà pourquoi les acquis de l'AES sont la banque d'investissement fédéral avec 500 milliards de fonds, la télévision de l'Alliance des États du Sahel pour la lutte communicationnelle, le projet d'une centrale d'achat de produits de première nécessité, le passeport de l'AES qui est déjà en circulation, le projet d'une compagnie aérienne de l'Alliance des États du Sahel, le projet d'une compagnie aérienne de l'Alliance des États du Sahel, le projet de construction d'une autoroute et d'un chemin de fer reliant Bamako, Niamey et Ouagadougou. Voilà le bilan et les perspectives qu'a tracé le président sortant de l'Alliance des États du Sahel. Il conclut en soulignant que le succès de son action n'aurait pas été possible sans la solidarité permanente et totale de ses deux homologues burkinabés et nigériens. Donc, voici, mes chers amis, non seulement une lecture en coupe transversale, mais une lecture en spécificité des discours des trois grands du Sahel. Que pouvons-nous retenir de ce qu'ils ont dit? Comme je l'ai dit au départ du décryptage de ces trois allocutions, ils nous ont dit différemment la même chose. Parce qu'ils se sont entendus pour nous faire comprendre différemment la même chose. Trois discours, trois leaders, mais une vision. L'AES, puissance souveraine unifiée. Les présidents, Traoré, Tiani et Goïta, nous ont rappelé pourquoi ils ont créé leur organisation. Pour lutter contre la recolonisation impérialiste et néocolonialiste de l'Afrique par l'Occident et ses alliés du Moyen-Orient. Les trois présidents nous ont rappelé les étapes qu'ils ont franchies dans la construction de leur organisation. Étapes sécuritaires, étapes économiques, étapes diplomatiques, étapes communicationnelles. Les trois présidents nous ont expliqué la gravité du contexte dans lequel nous sommes. Nous ont invités à élever notre niveau de conscience pour comprendre qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort pour toute l'Afrique, comme civilisation humaine. Et que si nous nous amusons à jouer le jeu des puissances néocolonialistes et impérialistes, nous serons tous des marginaux sur la terre. Nous serons tous des inférieurs, des dominés, des damnés sur tous les continents de cette terre. Peut-être que certains seront même obligés d'aller vivre sur des bateaux sur l'océan, tellement qu'ils ne seront rien sur le continent natal de l'homme lui-même. Les trois dirigeants insistent sur la gravité de la situation, nous invitant ainsi à comprendre jusqu'à quel point les dirigeants néocolonisés de la France-Afrique sont des ennemis de notre peuple. Des gens comme Ouattara Draman, Biya Paul, pour ne citer que cela, sont de véritables dangers pour le peuple africain. Parce qu'ils retardent la mobilisation de leur peuple pour participer aux côtés des peuples sahéliens à la seule œuvre qui vaille la peine, la récupération totale de la souveraineté africaine. Enfin, les trois dirigeants nous ont parlé d'une manière claire. Même quand le président Traoré a recouru à la métaphore de l'hiver noir, c'est d'une manière tellement pédagogique qu'il nous a donné les clés pour comprendre que l'hiver noir n'est rien d'autre que la vaste guerre de recolonisation du continent africain par les impérialistes occidentaux et leurs alliés moyen-orientaux et leurs supplétifs, leurs valets africains. Ils ont tous été d'une pédagogie et d'une clarté telle que, après les avoir écoutés, seule une Africaine, un Africain de mauvaise foi
peuvent continuer à soutenir des dirigeants qui sont au service du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental et du larbinisme moyen-oriental. Nous en avons de la chance d'avoir vécu en direct, eh bien, l'intervention des trois grands. Maintenant, toujours dans cette conclusion, je voudrais formuler quelques remarques. Est-ce que cette deuxième session a satisfait toutes les aspirations et toutes les attentes dont étaient porteurs les Africaines et les Africains rassemblés dans la grande salle du CICB, rassemblés dans le grand territoire malien, dans le grand territoire sahélien, dans la mer Afrique, dans les diasporas africaines? La réponse évidente est non. Et je m'empresse d'ajouter non, et c'est normal. Il ne faut jamais penser que la politique puisse épuiser toutes les aspirations d'une population. Celui qui le pense est un démagogue. Celui qui le pense ment. La politique doit permettre aux aspirations de s'exprimer, mais elle n'est pas là pour les épuiser. Imaginez quelqu'un qui serait complètement satisfait, qui obtiendrait tout ce qu'il veut. À quoi servirait la vie pour lui? Comme le disait John Stuart Mill, il vaut mieux être Socrate insatisfait que d'être un porc satisfait. Je reprends cette citation de John Stuart Mill sur laquelle nous, Africains, Africaines, devons méditer. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un porc satisfait. Que voulait dire Stuart Mill? Aucune situation humaine ne doit être regardée par nous comme la fin du processus de réalisation de soi et d'amélioration de la collectivité. C'est un processus indéfini. Quoi que nous ayons réalisé sur cette terre, ce ne sera jamais assez parfait pour qu'il n'y ait rien à faire. Nous devons rester éveillés. Nous devons demeurer au travail. Donc, ceux qui pouvaient penser que la deuxième session de la conférence des chefs d'État allait satisfaire toutes leurs aspirations se sont trompés sur la nature même de l'action politique. Mais, sur toutes les lèvres, en venant à cette deuxième session, nous nous attendions à ce que les présidents nous parlent de la monnaie. Et c'est vrai que la métaphore de l'albinos noir qui avait été semée dans les esprits par l'astucieux et profond chef de l'État burkinabé avait mis en appétit les Africains pour des annonces portant sur la question monétaire. Mais les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel sont les maîtres du sujet. Ils ont choisi précisément de traiter cette question monétaire avec la délicatesse, avec la stratégie, avec la maîtrise de soi qui caractérise de véritables responsables. Vous savez pourquoi? Parce que derrière la question monétaire, excusez-moi, je fais juste ce transfert, derrière la question monétaire se cachent des intérêts divers et contradictoires qu'il faut pleinement maîtriser pour ne pas s'exposer justement au contre-coup de l'ennemi. Derrière la question monétaire, il y a par exemple les forces de la bourgeoisie qui ont accumulé de l'argent dans les banques, qui ont accumulé de l'argent dans les entreprises, qui ont accumulé de l'argent dans des actions, qui ont accumulé de l'argent ça et là dans le système économique. Ces forces-là, qui sont aussi des forces parfois rétrogrades, il va falloir les maîtriser avant le changement monétaire. Parce que la bourgeoisie financière, la bourgeoisie industrielle est redoutable si jamais elle se met à penser que certains de ses intérêts seraient menacés. Il faut non seulement la rassurer, mais en même temps, il faut l'amener à participer, à la manière de Poutine d'ailleurs, en Fédération de Russie dans les années 90-2000, il faut amener la bourgeoisie financière, la bourgeoisie commerciale, la bourgeoisie industrielle africaine à participer à la révolution et à comprendre qu'il est de son intérêt de participer. Tout cela est l'une des conditions du succès de la transition monétaire. Donc, les dirigeants de l'AES ont décidé d'aborder cette question avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de technicité et d'expertise. Voilà pourquoi la question a été comme une espèce de tabou. Elle était implicite à la plupart de leurs discours. Quand le président Traoré, nouveau président confédéral, a pris la parole, il a dit que tout le monde sait ce que tout le monde attend. Et tout le monde a compris, nous qui étions dans la salle du CICB et vous qui pouvez réécouter le discours, qu'il parlait de la monnaie. Les ennemis de l'Afrique ont tenté, en effet, de saboter ce thème en sortant un faux communiqué, un fake communiqué, qui attribuait aux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, eh bien, l'annonce de la création de la nouvelle monnaie qui s'appellerait Sahel. En tentant de court-circuiter le processus de préparation de la future monnaie souveraine sahélienne,
les néocolonialistes ont montré une fois de plus qu'ils paniquent. Ils paniquent parce que le poste de péage néocolonial, colonial, impérialiste du franc CFA va être bientôt fermé. Mais les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel sont en train de le faire avec méthode. En effet, avant de créer une monnaie, il faut d'abord avoir une banque. Il faut avoir une banque qui fonctionne. Pour que la nouvelle monnaie fonctionne, il faut que la banque dans laquelle celle-ci va être gérée soit fonctionnelle. Il ne faut donc pas mettre dans cette affaire la charrue avant les bœufs. Et c'est ce que les dirigeants de l'AES font, parce que ce sont des dirigeants responsables qui ne veulent pas conduire les peuples de façon précipitée, de façon anarchique, mais qui sont déterminés à aller vraiment vers la souveraineté monétaire. Enfin, dernière remarque dans cette émission, j'entends un peu partout une critique qui est devenue systématique envers les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, au motif que ceux-ci seraient en train de confisquer le pouvoir pour les militaires. On les accuse d'être responsables d'un nouveau militarisme continental, c'est-à-dire une nouvelle propension à vouloir confisquer le pouvoir politique entre les mains des militaires et à empêcher les civils de participer à l'exercice du pouvoir politique. Il est important de répondre à cela. Parce qu'en laissant cette question-là taboue, on peut faire prospérer des divisions entre l'armée, le peuple et les gouvernements. Au Sahel, comme partout ailleurs. Voici une réponse méthodique au problème. Premièrement, regardez dans l'histoire de l'humanité, partout où un pays a été confronté à une guerre de grande ampleur, ce pays a été obligé de confier son pouvoir politique à ses militaires. C'est un élément systématique. Dans la plupart des pays où une guerre d'ampleur est imposée à la nation, les militaires voient leur action sécuritaire se doubler de la fonction politique. Ça, c'est une variante que tout le monde peut observer. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, sur cette question de la répartition du pouvoir entre les militaires et les civils, il faut dire que la Chine, la Fédération de Russie, le Venezuela, Cuba, la République populaire de Corée, plusieurs pays de ce monde ont résolu le problème d'une manière très simple. Ils ont imposé le service militaire à tous leurs citoyens entre, mettons les années du collège, mettons à partir de la 15e, 16e année, jusqu'à 75 ans, jusqu'à plus de 70 ans dans certains pays. Que signifie le concept d'armée populaire? Il signifie que toute femme, tout homme en âge de combattre a la possibilité de recevoir une formation militaire dans un pays qui est déterminé à défendre farouchement sa souveraineté. C'est le cas en République populaire de Chine, l'armée est populaire. C'est le cas en République populaire de Corée, c'est le cas à Cuba, c'est le cas maintenant au Venezuela, c'était le cas en Libye sous Kadhafi. Tout citoyen, toute citoyenne qui aspirait à participer à la défense de son pays était accueilli et formé dans l'armée populaire. Alors, quel est l'intérêt de ce concept d'armée populaire? D'abord, l'intérêt de ce concept, c'est qu'il va impliquer tous les Africains et toutes les Africaines dans la défense de leur territoire. Puisque nous sommes confrontés à une guerre de recolonisation, il faut absolument bâtir des armées populaires. C'est-à-dire, il faut élargir le socle militaire du pays. Mais l'intérêt du concept d'armée populaire, c'est qu'il empêche par la suite quelqu'un d'envier son camarade parce que son camarade exerce le pouvoir avec ses grades de militaire. À partir du moment où on conçoit le projet de l'armée populaire, tous les citoyens et citoyennes étant des militaires, aucun ne va détester, aucun ne va se sentir en quelque sorte inférieur à un autre parce que cet autre serait un militaire. D'ailleurs, c'est ce concept qui est également appliqué en Israël. La totalité des Israéliennes et Israéliens majeurs sont en réalité intégrés, sont des réservistes de leur armée. Conséquence, un Israélien n'a pas besoin de détester un autre parce que c'est un militaire qui exerce le pouvoir, parce qu'ils sont tous des militaires. Et je pense que la révolution sahélienne, la révolution africaine, s'accompagnera du concept d'armée populaire. Une fois que ce concept d'armée populaire sera mis en œuvre, il n'y aura plus besoin d'une rivalité entre les civils et les militaires, parce que tout le monde
tout le monde sera impliqué dans la défense du pays. Et personne ne pourra donc regarder son homologue exerçant le pouvoir comme étant un militaire qui a pris ce qui appartient aux civils. Cette dichotomie entre militaire et civil n'existe que là où il n'y a pas d'armée populaire. En restaurant le concept d'armée populaire, on met fin à cette rivalité stupide, à cette envie mutuelle et en quelque sorte à cette course au pouvoir. On favorise l'intérêt collectif, on favorise l'unité et la défense collective de la souveraineté nationale. Tous les pays qui ont fait cela résistent mieux à l'impérialisme. Ils résistent mieux au colonialisme et au néocolonialisme. Observez bien ce qui se passe sur la terre. Sans le concept d'armée populaire, Cuba ne serait plus là, la Chine ne serait plus là, le Venezuela ne serait plus là, l'Iran ne serait plus là, la Russie ne serait plus là. Ils ont popularisé leur armée et par là renforcé la solidarité entre les citoyens, l'armée et le gouvernement. Je pense qu'une bonne partie du problème, tel qu'il se pose ici au Sahel, tel qu'il peut se poser ailleurs à travers l'Afrique, réside dans la création des armées populaires. Mes chers amis, je vous remercie. Telle était ma modeste contribution à éclairer vos lanternes du mieux que je peux sur le suc, la substantifique moelle des 3 discours que j'ai entendus de la bouche des 3 principaux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, que nous remercions d'incarner une manière authentique de faire la politique. Ils nous ont rendu goût à la politique. Alors que l'Africaine et l'Africain désespéraient avec les tyrans, les despotes, les individus reptiliens du néocolonialisme français, les individus couchés, vautrés sous l'impérialisme occidental, des individus acoquinés au narcissisme abject, des profito-situationnistes de toutes sortes d'acabis, avec les présidents Tiani, Goïta et Traoré, la politique a repris un sens. Avec l'Alliance des États du Sahel, la politique a repris un sens pour les Africains. Rien n'est facile, mais au moins on sait, à travers ce que l'AES fait, que l'avenir est ouvert. L'avenir est ouvert pour tous ceux qui, travaillent avec abnégation. Tous ceux qui travaillent avec abnégation. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais partager avec vous.